Bienvenue sur Aimez-vous, le podcast d'histoire de reconversion professionnelle. Je suis Emma Pala et j'accompagne les particuliers et les entrepreneurs dans leur transition professionnelle. À travers les histoires de nos invités, j'ai à cœur de te permettre à toi aussi de te lancer dans ta propre reconversion, pour que tu t'épanouisses dans une carrière qui te corresponde vraiment. Hello Emmanuel, merci beaucoup d'être au micro du podcast Histoire de reconversion professionnelle. Salut Emma. Raconte-nous un petit peu rapidement qui tu es. Et bonjour à tous, moi c'est Emmanuel, mais vous pourrez m'appeler Manu. Je suis mentor business dans ma vie professionnelle. Et sinon, donc j'ai 29 ans, bientôt les 30 qui arrivent dans quelques mois. J'ai pas hâte. Voilà. Trop bien, bon, on va évidemment en apprendre plus sur toi. Oui. Notamment, avant d'être mentor business, qu'est-ce que tu faisais? Alors, avant d'être mentor business, j'ai eu une vie professionnelle dans le salariat. J'étais très exactement ingénieure en chimie. Ah oui, donc rien à voir. Les gens commencent à avoir de l'urticaire quand je leur dis ça. En fait, j'ai fait j'ai fait un bac scientifique et à l'issue, donc je me suis orientée vers un BTS chimie en alternance. Et donc pendant l'alternance, je travaillais dans un laboratoire de contrôle qualité dans une entreprise qui est bien connue, surtout par les personnes un peu plus âgées, BASF. C'est ceux qui avaient Moi, je connais pas. Zyklon B, les cassettes, tout ça. En général, Ok. c'est la génération d'avant, ils connaissent. Donc dans ce laboratoire, bah c'était cool, mais je commençais un peu à me dire ouais, j'ai envie de plus quoi. Donc je me suis dit je vais continuer vers un diplôme d'ingénieur. Donc toujours Ok. pareil dans la chimie, mais plus orienté chimie des polymères, cuir, textile, ce genre de choses, ce genre d'application justement de la chimie. Et ce choix d'études là dans ce secteur spécifique, c'est toi qui l'as choisi? Comment tu t'as choisi d'aller là-dedans? Alors je l'ai choisi, mais je pense quand même avec du recul légèrement influencé par le fait que bah déjà j'avais mon bac S. Ouais. Et que, grosso modo, ce que j'aimais bien, c'était soit la SVT, soit la science physique chimie. Ok. Et là où j'ai été légèrement influencée, c'était surtout par mon père, parce que c'était, imagine, par exemple, la seule formation qui était en alternance, et mon père me vantait l'alternance. Alors, pour Ok. le coup, je suis d'accord avec lui, mais c'est surtout que, en fait, si je faisais une autre école d'autre chose, il aurait fallu que je sois sur Lyon. À l'époque, on habitait Nord-Isère, donc ça faisait un peu loin. Et du coup, ça aurait induit en fait des changements un peu compliqués de devoir faire les trajets ou prendre un appart, ce genre de trucs. Et surtout que avec l'alternance, t'es rémunéré. Oui, c'est sûr. C'est l'avantage. Ouais, c'est ça. Donc c'est l'avantage, mais il y a ce côté un peu influence de ah mais c'est l'alternance c'est bien, l'alternance c'est bien. Avec du recul, franchement, j'ai adoré mon BTS. Bon, à part le côté humain qui était moins évident, mais en tout cas le côté cours, les choses que j'ai appris, etc. Ça vraiment j'ai adoré. Et surtout que, en fait, quand j'étais au lycée, quand on faisait les premières petites expériences, enfin, tu sais, l'expérience de lycée où le truc que t'as dans ton Erlenmeyer, ça change de couleur et tout, c'est là en mode, ah, c'est cool, mais bon, voilà. Et ça, Erlenmeyer, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ce mot. Ouais. Du coup, c'était ton quotidien, toi, les Erlenmeyer, finalement. Ouais, même il y a des mots, je suis plus capable de les sortir parce que maintenant ça fait longtemps, mais ah ouais, mais surtout que au labo, pendant mon apprentissage, du coup, c'était vraiment mon quotidien de faire des trucs de Mm. chimie, de mettre des machins, des trucs de... Ah ouais, Donc, c'était trop bien. c'était finalement un peu comme quand on est enfant et qu'on fait des expériences avec de la terre. Toi, t'as concrétisé ça dans un métier, quelque chose de réaliste, quoi, que tu pouvais faire dans ta vie de tous les jours. Ouais. C'était ça qui te faisait particulièrement vibrer dans ce métier-là? Ouais, je pense qu'il y avait de ça. Et il y a aussi que je reste quand même une scientifique dans l'âme. Moi, j'adore les innovations. Autant j'aime pas la physique. Je déteste la physique, mais je trouve ça fascinant. Mm. Moi, tu me parles de physique Ouais. quantique, mais on pourrait en parler pendant 1 heure. Moi, tu me parles du CERN. Je rêve de visiter le CERN. Enfin, tu vois, moi, je suis vraiment passionnée par les sciences. Mhm. Et, euh, et du coup, ouais, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui me plaisait parce que bah, il y avait le côté un peu sympa des expériences. Tu mélanges des trucs, tu pèses, et ça demande de la rigueur, tu Mm. vois. Et je suis quelqu'un qui est très Carré. rigoureuse, très cadrée, ouais, très carré. Et du coup, ça me correspondait carrément. Et donc là, je t'ai un peu coupé dans ton récit, mais du coup, tu décides de faire un diplôme d'ingénieur pour avoir un niveau plus haut d'études, pour pouvoir accéder à des postes peut-être plus hauts, avec plus de responsabilités? Ouais, c'est ça, pour avoir plus de responsabilités, mais aussi faire des choses un peu différentes. Parce que quand tu es dans un labo, bah, en fait, tu fais des expériences toute la journée. Donc, à un moment, Mhm. c'est cool,
mais je m'ennuie très vite et au bout de 2 ans, bah, en fait, faire des expériences, au bout d'un moment, j'avais envie de voir autre chose aussi, tu vois? Donc je me suis dit: «Je vais continuer, faire des études pour avoir effectivement des postes à plus de responsabilité», mais surtout Ouais. que, bah, en fait, déjà dans mon j'allais dire dans mon ADN, mais c'est pas vraiment ça, mais j'avais déjà aussi l'envie de monter un peu en grade et d'avoir un côté un peu plus management, qui commençait déjà à émerger, tu vois? Ouais. Du coup, donc je décide de faire ce diplôme d'ingénieur, qui était aussi en alternance, du coup, parce que quitte à commencer dès le début, autant continuer. Bah ouais, carrément. Ouais, et là, du coup, donc mon école toujours sur Lyon, et donc j'ai trouvé une entreprise en région parisienne, où j'étais du coup ingénieur qualité textile. Donc là, je suis vraiment partie sur la spécialité textile. Ok. Euh, donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Et après, j'ai été embauchée à la suite de mon apprentissage Donc sur Paris. sur Paris. Parce que là, du coup, les trajets, ça devait être assez intense. Ouais, un peu. En fait, le rythme était étudié parce que souvent, en fait, comme c'était vraiment une école assez spécifique, parce que chimie des polymères applicables sur Ouais. l'école, le cuir, le textile, autant dire qu'il y avait des entreprises partout. Il y en a qui bossaient dans le cuir, ils étaient chez Vuitton au fin fond du milieu de la France. Hmm. Donc forcément, ils savent que tu peux pas avoir qu'un seul logement. C'était même très rare ceux qui avaient un seul logement. Mhm. Du coup, les rythmes, en fait, étaient prévus de manière à ce que ce soit facile pour tout le monde. C'était pas 3 jours, 2 jours. Ouais. C'était 3 semaines, un mois, 2 semaines. Enfin, voilà. Ok. C'était toujours, dans tous les cas, au minimum 2 semaines dans l'un ou dans l'autre. Et au fur et à mesure des années, on avait de moins en moins d'écoles. Donc en Ok. fait, la troisième année, par exemple, on n'avait que 2 ou 3 périodes d'école, il me semble. Donc en fait, au final, on finissait dans des Airbnb, ce genre de trucs. Ouais. Mais c'est vrai que pour les trajets, surtout que moi, je suis lyonnaise de base, donc c'était très souvent, même les week-ends, même quand j'étais en période boulot, À Paris. que je Ouais. rentre à Lyon pour revoir mes amis, pour sortir, Hmm. pour faire des trucs. Au final, j'ai fini par Ok. aimer la SNCF. Tu t'es pas fâché avec la SNCF, justement? Ah non, mais surtout que le trajet Paris-Lyon, franchement, ça doit être un des meilleurs trajets parce qu'il Ouais, est il est jamais en bien. retard. Il y a plein de trains, et puis bon, c'est même pas 2 heures. En Ouais, vrai, moi, j'ai fini par vraiment adorer les voyages en train. Vraiment. trop bien. Ouais. Et donc, tu es embauché à Paris. Donc là, tu vas à Paris pour finalement travailler dans ce pourquoi tu as étudié, tu as fait tes 5 ans d'études. Comment ça se passe du coup? Ça se passe. En réalité, même pendant mes 3 années d'apprentissage, il y a eu du bon, du moins bon. C'est-à-dire que la première année, il me semble, a été un peu compliquée parce que j'ai aussi besoin d'un temps d'adaptation. Parce que tu sais, moi, je suis un peu un papillon qui vole, tu vois. Je suis là en mode, je fais un peu ma vie, tu vois. J'ai une tendance à être maladroite quand je parle. Ok. Donc ça, je l'ai beaucoup travaillé depuis, mais en tout cas, à l'époque, j'étais beaucoup plus, pas frivole, mais tu vois, j'étais un peu en mode, j'avais pas encore trouvé exactement qui j'étais et comment être avec les autres. Sauf que le monde du travail demande énormément pas d'hypocrisie, mais tu Il y a sais, des codes, quoi. ouais, voilà, les Hmm. codes en mode, tu respectes tout le monde, tu dois pas dire un mot plus haut que l'autre, machin. Et ça, c'est quelque chose qui me convient pas particulièrement, tu vois. Mhm. Donc il y a eu un temps d'adaptation qui a été un peu compliqué. Surtout du coup la première année où on a failli en fait me changer d'entreprise parce qu'on me donnait des trucs qui me plaisaient pas forcément, sauf que moi tu me demandes de faire un truc qui me plaît pas, j'ai pas envie de le faire en fait. Du Hmm. coup, j'étais un peu tiraillée entre le bah faut que je le fasse mais j'ai pas très envie, du coup je procrastine un peu voilà. Au final, on a fini par trouver nos marques. J'ai réussi à me mettre dedans et après ça s'est très bien passé. Jusqu'au moment où du coup bah il y a eu des changements de poste pendant que j'étais apprentie, mais on sentait déjà bien que moi en tant qu'apprentie j'avais plus de capacité, possibilité à tenir le poste qu'une personne qui venait d'arriver en CDI par exemple, tu vois. Ok. Et du coup, il y a eu un peu des chaises musicales jusqu'au jour où bah, moi, j'arrivais à quelques mois avant mon diplôme. Donc, le diplôme qui arrive en général en septembre, donc fin de contrat, grosso modo fin août, quoi. Le poste s'est libéré genre en janvier. Du coup, là, il y avait six Ok. mois où ma chef, alors je m'entendais très 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 bien avec ma chef, mais pas avec ma N+2. Donc la Ok. chef de ma chef, qui elle m'appréciait pas particulièrement parce que j'étais un peu trop électron libre justement. D'accord. Et du coup, là, ma chef est allée faire la bataille pour moi. Et en fait, j'ai été plus ou moins embauchée avant la fin de mon contrat
parce que avec les notes que j'avais, on savait déjà que j'aurais mon diplôme. Donc en fait, Mhm. l'école a fait un courrier en disant voilà, Emmanuelle, elle a eu telle note, donc son diplôme, elle peut pas le rater, grosso modo. Ouais. Et du coup, ils m'ont embauchée, pas en tant que cadre, parce que comme j'étais pas diplômée, je pouvais pas. Mais en gros, j'ai eu un contrat un peu bâtard de 6 mois en attendant que j'ai mon diplôme, mais pour avoir quelqu'un sur le poste et que du coup, je sois plus apprentie, mais que je prenne le poste. Donc Ok. voilà. Mais après, sinon, voilà, donc j'ai Donc pris il te le voulait poste. vraiment. Ah, mais ma Il chef voulait me vraiment te voulait garder. vraiment. Ouais, ma chef Ok. me voulait vraiment. Donc il y a Et quand toi, même. tu voulais rester. Moi, je voulais rester à l'époque. Ouais, Ok. parce que bah, relation avec ma chef, parce que Hmm. possibilité d'évolution, parce que voilà, et puis Tu aussi, tu sais, connaissais aussi déjà, t'avais justement tes marques, comme tu disais. ouais, complètement. Et puis aussi parce que ça, c'était quand même logique. Hmm. Tu vois, il y avait quand même une certaine logique, c'est que j'avais fait C'est 3 ans cohérent. là, c'était cohérent de me faire rester, parce que j'avais aussi envie de mettre en place des trucs et tout, tu vois. Donc, ça, pour moi, ça coulait de source. Et tu Hum, restes combien de temps alors? Du coup, je reste 2 ans Ok. et demi, parce que j'ai été diplômée en 2018 et je suis partie en mai 2021. Et qu'est-ce qui a fait que t'es partie? Alors, si vous vous souvenez, en novembre 2019, nous avons eu un événement qui a fait que nous nous sommes retrouvés en mars 2020. C'était en Hmm. mars, je crois, Ouais. confinés chez nous. Non, blague à part. Il y a quand même, faut dire ce qui est, le mot qu'on ne prononce pas, mais ce fameux virus qui est venu, il a créé pas mal de choses, notamment ma chef, donc ma N+1, a fait elle, un burn-out et que bah, j'étais très proche d'elle et je suis une éponge à émotions. Donc en fait, j'ai commencé doucement à prendre un peu le même chemin. Mhm. Il y a rien qui a été diagnostiqué ou quoi, mais je pense que voilà, j'étais vraiment pas loin, je devais être en burn-in, un truc comme ça, parce que bah en fait, tu sais, c'est les codes du travail, hein, c'est qu'il faut bosser, surtout entreprise parisienne. Donc quand tu pars à Hmm. 18h, on te demande si t'as pris ton après-midi, tu vois. Ouais, je vois Ouais, très bien. tu vois très bien. Hmm. Du coup, je passais beaucoup de temps au boulot, je partais après beaucoup de gens, pas après ma chef quand même, mais voilà, j'étais très investie dans mon poste, même si bah, je m'ennuyais quand même beaucoup. J'avais des trucs à faire, hein. Mais tu sais, c'est un peu la guerre à celui qui est le plus occupé, la guerre à celui qui est le plus la tête sous l'eau. Bah, au présentéisme aussi beaucoup et à j'ai plein de trucs à faire, j'ai pas le temps. Alors qu'en fait, si Tu on l'as le était temps. efficace, on pourrait travailler moins en termes de durée, plus efficacement et du coup être beaucoup plus productif, quoi. Donc ouais, c'est un peu contradictoire, je trouve, comme façon de se comporter au travail. Ouais, mais c'est parce que c'est vraiment plus. Enfin, c'est là, c'est dans les mœurs, hein, c'est que plus t'es Mmh. là, plus ça veut dire que t'as du boulot, alors qu'en fait, non, il y en a qui restent, mais qui font rien. Et dans d'autres cultures, c'est l'inverse qui est privilégié, quoi. Je crois que c'est dans les pays scandinaves où tu finis ton travail et qu'il est 15 heures, bah, tu as fini ton travail. Donc, Ouais, si tu le fais bien en peu de temps, c'est plutôt valorisé que l'inverse. Alors que oui. nous, des fois, on rame, on procrastine, on est lent, mais on est occupé et on est là longtemps. Donc, c'est bien. Alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, moi, ça me semble incohérent, quoi. Ah, mais ça l'est complètement. Ça l'est complètement parce qu'il y en a qui, pour faire passer du temps, ils passaient leur temps en pause. Alors bon, Mmh. soit fait des pauses, ok, si tu veux, enfin, pas de souci. Mais après, viens pas me dire, non, j'ai pas le temps de te faire ça. Bah, j'ai- tu vois, Mmh. c'est là où c'est un peu bâtard. Donc, bon, déjà, là, on voit un peu des incohérences. Vous commencez à comprendre pourquoi le monde du travail salariat commençait à m'embêter. Mais grosso modo, ces 2 années-là où j'ai été embauchée, il y a eu bah, le burn-out de ma chef, où moi, je commençais à y aller aussi. Et du coup, vu qu'elle n'était pas là, bah, il y avait des responsabilités qui ont été réparties entre nous, Mmh. parce qu'on était du coup 2 CDI et une apprentie. Donc forcément, il OK. fallait bien gérer l'apprenti, il fallait gérer entre nous, il fallait prendre la charge de travail. Et du coup, Euh, tu réfères à ta N+2 avec qui tu t'entends pas, ouais, il y a eu en plus. des petits couacs à des moments. A priori, je lui ai mal parlé. Moi, j'ai pas l'impression, mais en tout cas, elle a mal pris des trucs que je lui ai dit. Mais surtout que j'ai plus ou moins naturellement un peu pris le lead aussi sur la deuxième personne. Il y a eu du coup un peu de fritage avec l'autre, un peu de fritage avec ma chef. Euh, mm, ouais, il y a Mmh. un peu de fritage partout. Et du coup, bah, il y a eu un matin où... alors j'ai fait un lumbago à cette période-là. OK. Donc déjà, le corps qui commençait à parler, tu vois. Ah bah, Euh, quand ça arrive au corps, c'est que c'est déjà bien ancré en général, hein. ouais, complètement. Donc j'ai Mmh. fait un lumbago. Il y a eu un matin où j'avais... je me suis mise à pleurer en fait. J'avais pas envie, je me suis levée, je me suis réveillée et mon mec, Mmh. je me suis mise à chialer. Il me dit mais appelle le médecin en fait, mets-toi en arrêt parce que là,
Enfin, ça sert à rien. Et en fait, juste d'appeler le médecin, je me suis sentie tellement soulagée. Parce que je Ouais. savais que j'avais un rendez-vous, je savais que j'irais pas au travail. Et en me disant, je vais avoir un arrêt, tu vois. J'étais arrêtée 10 jours, donc rien de ouf, tu vois. Ah, mais des fois, il suffit juste de sortir, même ne serait-ce que 2-3 jours de la situation qui est compliquée à vivre pour se rendre compte qu'on n'a pas envie d'y retourner. Et c'est Mm. souvent dans ces cas-là, moi, ça a été comme ça aussi pour moi, c'est quand j'étais en arrêt parce que je me suis fait opérer, que je me suis dit, j'ai pas du tout envie d'y retourner en fait. Alors que j'étais pas en arrêt parce que j'allais pas bien au travail, pourtant j'allais pas bien, mais je me suis arrêtée mais pour une raison médicale. Et c'est là ça qui m'a fait me rendre compte que ça allait pas le faire et que j'allais pas revenir. Et c'est marrant parce qu'on a une histoire similaire. J'en ai pas trop parlé dans mon histoire à moi, mais ma chef aussi, au moment où du coup moi je commence à me dire: ça va pas le faire», ma chef aussi est en arrêt, ma chef aussi est à 2 doigts du burn-out, moi je suis en rechute et en fait, c'est sûr que quand tu enfin moi je le voyais un peu comme ça, j'avais un peu, on se reposait l'une sur l'autre et Ouais. du coup tu arrives à tenir plus longtemps quand tu es moins seule et que tu as quelqu'un pour, qui partage, qui vit un peu la même chose que toi et à partir du moment où il y en a une des 2 qui flanche, ça fait flancher tout le monde. Nous, je sais qu'on est partis en même temps, hein, avec ma Ouais. chef, du coup. Et avec ma collègue aussi, on est toutes parties. Le service est parti. Ah ouais, ils ont dû Ah être ouais, ouais, contents, les vraiment. chefs. Ah bah on est passé d'un effectif total, c'était une petite boîte, hein, mais où on était 15 et je crois qu'il y a un tiers qui est parti en un an, quoi. Un tiers de l'effectif. Donc ouais, il y a eu beaucoup de, de mouvements. Putain, tu m'étonnes. Mais du coup, ouais, c'est pas anodin. Donc t'es en arrêt pendant 10 jours. Ouais, je suis en arrêt pendant 10 jours. Du coup, ma chef, qui elle est en burn-out, elle était quand même, même à nu, pourquoi t'es en arrêt, qu'est-ce qui se passe, machin. Elle me dit, attention, faut pas que ma situation, elle déborde sur toi, Mm. machin. Je dis, ah, oui, d'accord, Bah, mais en par la fait, force des choses. Mm. excuse, hein, pardon, je le savais pas à l'époque que j'étais hypersensible, tu vois, enfin, genre, je sais pas, hein. Ouais, puis même quand c'est naturel et que c'est quelque chose qui fait partie de ta personnalité, parce que du coup, on est toutes les 2 hypersensibles et on se ressemble beaucoup avec Manu, donc Oui, on va souvent se dire: «Ah moi aussi, moi aussi». En plus, on a presque le même prénom, mais faut pas appeler Manu Emma, par non. contre. Emma, c'est pour Emma, moi, c'est Manu. Voilà. Mais oui, il y a ce truc-là de, c'est plus fort que toi, en fait, tu peux pas faire autrement. Moi, je sais que j'étais énormément impactée par ce qui se passait pour ma chef, par ce qui se passait pour ma collègue aussi et c'est juste que même si tu as pas envie, d'être impactée, bah, tu es impactée, quoi. Il y a pas à choisir là, c'est un peu plus fort que nous. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ouais, donc il y a eu cet arrêt-là. Après, je suis quand même retournée au boulot. Bah, j'y Et allais ça de... allait mieux? Ou tu avais pas Pff, envie d'y retourner? non, j'arrivais de plus en plus en retard. Mmh. Parce que on pouvait arriver, je crois, entre 8h30 et 9h30, un truc comme ça. C'est les horaires où tu pointes. Ouais. Et je crois que plus ça allait, plus j'arrivais vers 9h, puis 9h15, puis 9h30. Et même des fois, j'arrivais après 9h30. Donc non, j'y allais de plus en plus tard. Euh, mais là, c'est l'époque où ma chef était toujours pas revenue. Sauf que elle est revenue de son burn-out. OK. Et là, j'ai pas compris. Pour moi, c'était. Après, bon, là, on n'est pas là pour parler d'elle, mais elle est revenue en fait exactement dans la situation qui avait OK. fait qu'elle était tombée en burn-out. Elle est retournée à son poste Mmh. à faire le même boulot, mais post-Covid, du coup. Pas d'ajustement, quoi. Ouais, mais non, pas d'ajustement. Et puis, bah, elle s'est éloignée de moi. À l'époque, je ne savais pas encore pourquoi, mais d'un coup, elle s'est mise à me faire la gueule. Mais en fait, c'est parce qu'elle avait pris du recul pour me protéger, émotionnellement Mmh. parlant, parce que sa situation m'avait trop impactée à ses yeux. Donc, elle avait Ouais. pris du recul. Donc, en fait, moi, je me suis retrouvée à ce poste-là, en mode, bah, presque j'ai plus personne, tu vois. Ma chef qui Ouais. prend du recul, ma N+2, ça se passe pas très bien, puis voilà quoi. Du coup, bah, j'avais plus trop de copines, tu vois, enfin, genre, Ouais. Pas trop de euh, repères. ouais, et puis surtout, bah, on avait beaucoup de télétravail, forcément, sorti de Covid, beaucoup de télétravail. Et tu peux faire tes petites expériences en télétravail ou là, t'étais plus, tu faisais plus d'expériences? Non, non, là, c'était du travail du bureau, il y avait plus d'expérience. OK. L'expérience, à ce niveau-là, les seuls ingénieurs qui font les expériences, c'est ceux qui sont plutôt dans la recherche et développement. OK. Moi, j'étais vraiment en qualité, donc je vérifiais le travail des autres, Mmh. si tu veux. OK. Ouais. Et là, c'est quand tu tombes vraiment dans un biais et c'est pas bon. Enfin, moi, j'ai toujours été très sérieuse. Enfin, genre, moi, j'ai jamais été du genre télétravail. Bah, je fais un gâteau ou je fais mes lessives ou je fais mes machins. Je le faisais le midi, tu vois. Enfin, vraiment, moi, quand c'était boulot, tu vois. Je suis devant mon ordi, je suis devant mon ordi. Sauf que, Mmh. bah, quand tu es en télétravail, forcément, bah, les chefs, ils se disent, elle travaille, elle, qu'est-ce qu'elle fait, machin. Et donc, en fait, il y avait aussi moi qui avais cette propre pression et je me la mettais toute seule, tu vois. Ouais. Mais je m'entendais plus très bien avec ma chef. Du coup, quand on parlait, bah, j'appréhendais toujours. Et surtout, bah, en fait, j'avais plus personne à qui me confier, si tu veux, niveau boulot. Donc, ça a été un peu en mode pas très bien. Et en parallèle de tout ça,
J'ai rencontré mon conjoint, du coup, fin 2019. Et dès à peu près quelques mois de relation, il m'a de suite dit que lui, c'est un Parisien de souche. Lui, il est né là-bas. Mhm. Enfin, parisien. Il est né en banlieue, excusez-moi. Et en fait, il m'a dit dès le début que lui, il voulait quitter la région parisienne. Donc en fait, il voulait partir, déménager. Ouais, ouais. Donc après, il y a eu des discussions en mode, OK, où tu veux aller? Il y a eu mes critères, ses critères. Et au final, on s'est plus ou moins mis d'accord sur une zone entre Montpellier et Avignon. Parce qu'on voulait du coup le sud. Sauf que sud, t'as aussi genre Bordeaux, Toulouse, tout ça. Mais Ouais. moi, sachant que ma famille habite et à Lyon et à Strasbourg, c'était hors de question que j'habite à Bordeaux. Bah oui, ça fait un peu loin. Ça fait un peu loin. Donc j'ai dit, Mm. OK, l'arc des Méditerranéens. Et après, en fonction des bassins, de ce qui nous plaisait, de la météo, tout ça, tout ça. T'étais prête à quitter Paris aussi. Ah bah oui, bah moi, dans tous les cas, j'ai passé 6 ans à Paris. C'était cool, c'était bien, mais enfin, si tu veux, j'allais très rarement en ville. Mm. J'allais très rarement sur Paris. J'ai toujours été un peu casanière. Et à l'époque, je ne faisais rien seule. Dans le sens où, pour moi, si tu te balades en ville, si tu vas visiter quelque chose, c'est pour le faire avec quelqu'un, tu vois. Ok. Et du coup, bah, j'allais pas en ville si j'avais pas une copine qui me disait, Manu, viens, on va en Mm. ville, tu vois. Donc en fait, j'ai même pas profité de la ville plus que ça. Ok. Donc ça me gênait pas de partir. Et donc là, vous choisissez un endroit. Et c'est au moment où toi, ça commence à pas aller, où vous avez déjà ces discussions avant. Il y a eu un peu plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire que nous, on se dit, OK, entre Montpellier et Avignon, donc là, il y a quand même des zones, Mm. pas mal de choses à aller creuser. Moi, du coup, de là, j'ai cherché un boulot. Donc moi, je cherchais Ok. quelque chose pour pouvoir faire un déménagement professionnel. Mm. Parce qu'il y a une antenne de... Parce que donc, je travaillais chez U, les magasins. Il y avait une antenne de U juste à côté de Montpellier. Donc au début, Ok. j'ai regardé les postes, j'ai postulé à une offre, mais j'ai pas été prise parce que c'était trop éloigné de ce que je savais faire et de mes compétences. Donc j'ai cherché d'autres boulots, sauf que le bassin de Montpellier, autant dire que c'est compliqué parce qu'ils ont des exigences, mais ils payent pas, et que en fait il y a énormément de gens qui postulent. Donc en Mm. fait, il faut vraiment sortir du lot et même pour un poste sur lequel j'étais complètement compétente, où c'était à 100% dans mes compétences, je demandais trop cher. Alors que je demandais pas non plus beaucoup, Ouais. qu'on soit d'accord, mais je demandais trop cher par rapport à ce qu'ils voulaient donner. Et après, j'ai trouvé des offres d'emploi, mais en fait, si tu veux, je cherchais des offres juste histoire d'avoir un boulot pour déménager. Donc Ouais. j'étais pas hyper exigeante, mais du coup, je regardais un peu tout et n'importe quoi. C'est là où j'ai commencé à me poser les premières questions en mode, OK, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux rester dans la qualité? Est-ce que je veux rester ingénieur cadre, du coup? Est-ce que je veux changer? Est-ce que je veux faire de la gestion de projet? Sauf que bah, j'ai aucun diplôme sur la gestion de projet. Et en France, si t'as pas de diplôme, t'as pas de compétences. C'est complètement faux, hein, mais c'est les croyances Mm. aussi. C'est sûr. Du coup, bah, je me suis retrouvée à me chercher un boulot, mais en fait, à aimer plein d'offres d'emploi. Et en même temps, du coup, bah, à pas trouver et à être prise nulle part. Parce que forcément, il y a aussi le côté déménagement. Les gens, ils voient une adresse sur Paris. Mm. Ils se disent, bon, bah, on va prendre quelqu'un du coin, tu vois. Du coup, j'ai fini par trouver un boulot parce que j'avais postulé à une offre en tant que responsable qualité, auquel je n'ai pas été prise parce qu'ils ont privilégié un autre profil d'un mec qui avait été un peu plus de bagou. Et en fait, ils m'ont proposé une offre dans un autre service, complètement différent, mais mon profil en fait a été proposé, si tu veux. Ok. Donc j'ai fini en tant que agent de maîtrise au service client. Donc il y avait toujours une partie un peu textile parce que c'était dans une entreprise textile et une partie un peu puériculture parce que j'avais aussi beaucoup travaillé sur les articles de puériculture, sur une partie SAV. Et donc j'étais en service client SAV. Ouais. Voilà. Oui, donc ça change de ce que tu faisais au niveau de la qualité, quoi. Alors ça changeait complètement de ce que je faisais en termes de métier et de compétences. Ça changeait ne serait-ce qu'en termes d'organisation et de repères complètement parce que je suis repassée à un 35 heures. Donc Mm. ça me faisait bizarre. J'avais une chef. Enfin, une chef. J'avais déjà une chef, je veux dire, mais là, c'était genre. C'était une chef qui ne laissait pas d'autonomie, si tu veux. Mm. C'est que c'était une chef, elle avait avec elle des agents de service client qui réfléchissaient pas beaucoup, Mm. sans vouloir les Oui, bah, c'est dénigrer. pas un métier sur lequel on te demande d'avoir une réflexion, une stimulation intellectuelle. On te demande plutôt, c'est des métiers opérationnels, quoi, plus. C'est ça. C'est ça. Du coup, bah, il y a eu un temps d'adaptation. Au début, c'était Mm. cool parce qu'en mode cool Raoul, ah, c'est bon, je fais ça, Ouais, il y a voilà, c'est moins de bon. charge Ouais, mentale. ouais, mais bon, au bout d'un moment, Disons que ça pose le cerveau quand tu vis dans une situation comme tu as vécu toi, où c'était
proche du burn-out, ça fait du bien peut-être de pouvoir se dire, OK, là, je change d'environnement, mon travail, il est pas trop demandeur, compliqué par rapport à ce que je sais faire, et je peux transitionner plus facilement, quoi. Ouais, c'est ça. Et Mais bon, sur le long terme, ça suffit pas. sur le long terme, ça suffit pas parce que, bah, pareil, je m'ennuyais un peu, donc on m'a donné des Mmh. nouvelles missions qui m'occupaient un peu plus. Mais en fait, limite, c'était moi qui faisais le boulot du gars qui était responsable de ce truc-là. Bah ouais, mais en fait, gars, moi, je suis juste agent de service client normalement. Enfin, du coup, j'étais plus que ça, qu'on soit d'accord, mais Mmh. c'est moi qui lui montrais des choses, c'est moi qui lui apprenais des trucs, alors que c'était lui le responsable de ce projet. Il y a un moment où ça colle pas, tu vois. Euh, donc ouais, on m'a donné des nouveaux projets. Au fur et à mesure, bah, on a fini par me donner la responsabilité du SAV. OK. En fait, de plus en plus, on m'a donné des choses, si tu veux. Donc c'était cool, tu vois. Mais en fait, au bout d'un moment, pareil, ouais, non. En fait, ça m'animait plus, tu vois. Tu resté combien de temps? Bah, du coup, je suis arrivée donc en mai 2021 et je suis partie en décembre 2022. Donc, je suis OK, restée un an donc et demi. ouais, un petit temps quand même. Ouais, un petit temps quand même. Mais parce qu'on m'a fait miroiter, Ouais. des trucs. On m'a dit, ah non, t'inquiète pas, il y a une augmentation qui arrive. Ouais, ok, mais Mmh. au final, elle a mis 6 mois à arriver. Ah, mais t'inquiète pas, ton nouveau poste, il arrive, machin. Ouais, pareil, ça a mis 6 mois à arriver, tu vois. Donc bon, Ouais. Tu c'est restes pas avec grave. l'espoir qu'il y aura quelque chose d'autre de mieux, mais finalement, ça arrive pas ou ça arrive tard, quoi. Ouais, c'est ça. Au final, quand c'est arrivé, bah, en fait, j'en avais déjà marre. Et du coup, tu pars dans quelles conditions? C'est toi qui décides de quitter? Comment ça se passe? Alors, déjà, il y a eu 6 mois de réflexion avant de partir. Grosso modo, c'est courant de l'été du coup 2022. Bah en fait, moi, je cherchais quand même un autre boulot, histoire de me dire, OK. bah voilà, je vais changer, je vais bouger. Et là, même problématique que quand j'ai déménagé donc de Paris au sud, je me suis retrouvée à regarder plein d'offres d'emploi différentes, dans des domaines différents, à vraiment regarder des trucs où je me disais, ouais, mais ça, je kifferais le faire, mais sans le diplôme. Encore une fois, j'ai trouvé des Mmh. postes gestion de projet, ou de nouveau dans la qualité, mais de la pharma, donc que j'avais pas fait depuis 6 ans. Tu postulé quand même ou tu t'es dit, «Barrière à l'entrée, c'est mort, je prendrai pas donc on me prendra pas donc j'y vais pas»? Genre, j'ai postulé quand même. OK. Je postulais à tous ces postes-là, à tous ceux qui m'intéressaient, je postulais. Mais il y avait rien derrière. Il y a un seul truc qui a fonctionné, enfin qui a fonctionné. Un seul truc qui a donné lieu à un entretien, c'est le fameux où je demandais trop cher. OK. Alors que vraiment, je crois que je demandais 30 000 annuels, il me semble, brut, en plus. Mmh. Et eux, je crois qu'ils proposaient 20 ou 25 pour un poste d'ingénieur. Les gars, vous abusez ou quoi? Ouais. Donc là, en gros, ils m'ont refusé à cause de ça, parce que sinon j'avais clairement les compétences, parce que j'avais Mmh. l'expérience et tout dans ce poste-là. Mais sinon, ouais, j'avais pas d'entretien, parce que je correspondais pas assez, parce que marché de l'emploi très tendu, très compliqué, et que bah il y avait toujours des meilleurs postes, des meilleures personnes, tu vois. Ce que je peux comprendre, hein. Sachant que j'ai été agent de service client pendant un an et demi, enfin pendant un an, bah en fait les gens ils se disent bah non, ça correspond pas, tu vois. Mmh. Donc pendant les 6 mois avant de partir, je suis en mode vas-y, je cherche, qu'est-ce qui se passe, machin. Mon copain a toujours été entrepreneur. Lui, il était très dans l'investissement, OK. enfin, vraiment entrepreneur dans ce genre de truc. Et c'est lui qui m'a mis un peu cette petite graine dans la tête. Parce que moi, j'ai été éduquée salariat, pyramide, il faut faire des études, il faut avoir un boulot CDI pour pouvoir acheter ton appartement et monter les échelons. Ouais, le Voilà. côté conventionnel, quoi. Donc, très conventionnel. Et du coup, bah, mon copain qui me met la graine en mode bah, entrepreneuriat. Donc, je commence à regarder un peu ce qui se passe dans l'entrepreneuriat, genre quel métier je pourrais faire. Parce que j'étais toujours dans ce côté étiquette, cadre. Il y a quand même dans l'entrepreneuriat, un cadre, tu vois. Mmh. Donc, je recherche ce qui se passe, ce que je pourrais faire, et je tombe sur le métier d'assistante virtuelle. Où je me dis, ah bah en fait, là, je pourrais faire plein de trucs différents. Mmh. Parce que quand t'es assistante virtuelle, tu fais tout et n'importe quoi. Donc je me suis dit, ah, je pourrais faire plein de trucs, regarde, je pourrais faire et de ça, et de ça, et de ça, oh, trop bien. Donc moi qui aime plein de trucs et qui suis curieuse et qui part dans tous les sens, ben, en fait, ça me parlait bien, tu vois. Donc je me suis dit, bon, je vais regarder. Donc je me suis renseignée de ce côté-là et j'ai trouvé une formation pour te former au métier d'assistante virtuelle. Et donc j'ai acheté cette formation-là donc en juillet 2022. OK. Donc je la suis et je commence à
réfléchir à mon projet, à ce que je pourrais faire. Et donc en septembre 2022, je chope ma chef, je lui dis écoute, je vais demander une rupture conventionnelle parce que je voudrais faire ce métier-là. Elle me fait ah Manu, c'est trop bien, machin. Ok, super. Je vais voir les RH, je dis je voudrais une rupture conventionnelle, s'il vous plaît. Il m'a dit oui, d'accord, c'est quoi ton projet, machin. Au début, il me cherche un peu des poux en mode donnez-moi votre sirette pour montrer que vous avez vraiment votre projet. Mais mon sirette, je l'ai pas créé puisque c'est un projet encore. Enfin, Oui, bah oui. Donc, tu vois, ils m'ont un peu cherché des poux sur le début, mais au final, ils ont accepté la rupture co. Trop bien. Parce Euh, qu'il y a plein d'entreprises qui acceptent pas, hein. Mais il faut Ah toujours mais essayer oui. en vrai, hein. Mais j'avais essayé chez Ouais, U ouais. à Paris. J'avais essayé d'avoir une rupture, mais en fait, c'était la politique de l'entreprise de refuser Ouais. les ruptures parce qu'on est une grande Oh, famille. ah non, On est mais une grande ça. famille, du coup, on part pas. Donc, si tu veux partir, tu pars de tes propres moyens. Oui, bah c'est plutôt parce que j'ai pas envie de te payer tes indemnités de départ, plus que par. Si on était une famille, tu me laisserais partir en fait, hein. Ah, mais complètement. On est complètement d'accord. Ouais. Mais c'est que les gens syndiqués ou ceux qui font chier qui obtenaient les ruptures co chez U, grosso Bah modo. oui. Donc moi, je suis partie. Moi, je devais trouver un boulot. Donc en Ouais. fait, Donc t'as démissionné. j'ai démissionné, tu vois. Mais Mais là, là, tu demandes la rupture co avec un projet en plus. Donc c'est pas je demande ma rupture co parce que vous m'avez saoulé, salut, je pars. Même si ce serait tout à fait légitime. Et des fois, ça peut sortir des situations justement de souffrance au travail. Mais si l'entreprise n'est pas un tout petit peu. Soit, moi j'ai eu le cas de l'entreprise qui sait qu'elle n'est pas tout à fait. Tu vois, elle fait un peu patte blanche, tu vois, parce qu'elle sait qu'elle n'est pas tout à fait réglo et que si elle veut qu'on s'en sorte tranquille, la rupture co, c'est pas mal. Soit de l'entreprise carrément qui, elle, propose la rupture co parce que bah, situation Covid, hein. Il y en a plein des entreprises qui ont dû aussi licencier des personnes et que la rupture co est quand même la situation la plus avantageuse pour les deux parties. Si tu as beaucoup d'ancienneté, le licenciement est quand même plus avantageux pour le salarié. Mais sinon, c'est plus avantageux pour l'entreprise bah, de proposer la rupture co. Donc c'est pas mal. Mais ouais, il y en a plein qui disent bah non, moi, c'est pas la politique. Et je trouve que c'est à la limite du légal d'ailleurs, de dire ah non, notre politique, c'est de refuser toutes les ruptures co. ah, Ça mais pose c'est un pas peu de légal. problème, moi, hein. C'est pas légal. Après, ils Ah ont le ouais? droit de refuser la rupture, Ah, mais moi, je t'as suis pas le RH et je droit. sais pas que c'est pas légal. Mais non, mais il Vas-y, me semble. Après, bon, je suis pas 100% sûre de mon information, mais il me semble quand même qu'une entreprise n'a pas le droit de dire que la politique d'entreprise, c'est le Ouais. refus de rupture co. T'as pas le droit de dire que tu vas refuser toutes les ruptures. Bah, je T'es pense que obligé de c'est prendre en border. compte. Ouais, je pense que c'est border, mais en effet, c'est censé être quelque chose d'individuel. Oui, Mais je suis pas sûre que dans le texte de loi, ce soit écrit que ils ont pas le droit de dire que la politique c'est. Mais par contre, c'est censé être une procédure individuelle, donc individualisée. Donc la décision est prise pour chaque salarié et pas en politique globale de l'entreprise. oui. Donc ouais, c'est un peu border en tout cas. Ils sont censés étudier la demande, quoi. Ah bah oui. Et pas la refuser d'office. Et pas t'interdire de faire la demande. Mais dans ton cas, là, quand tu la demandes sur ce poste-là, on t'écoute au moins. Ah, mais complètement, on m'écoute parce que là, pour le coup, c'était dans la politique de l'entreprise. Je savais qu'ils acceptaient les ruptures. OK. Si justement il y avait un vrai projet. En fait, ils laissaient leur chance aux gens. Ça, pour le coup, ça, je peux pas leur reprocher. C'est que vraiment, il y a eu plusieurs ruptures. Enfin, genre, il y en Mmh. avait régulièrement, en fait. Des gens qui voulaient partir avec des projets, ils les laissent partir avec leurs projets. OK. Donc là, je suis allée un peu défendre mon truc en disant, voilà, je veux faire ça. Je leur ai expliqué. J'aurais fait un mail en leur expliquant ce que je voulais faire, machin. Et du coup, bah, c'est allé assez rapidement. Ça a mis quelques semaines quand même. Au cas où je me suis assuré mes arrières, je me suis fait accompagner par une meuf d'un syndicat. OK. Mais du coup, ma rupture a été acceptée, sachant que je m'étais engagée, moi toujours très professionnelle, Ouais. moi, je m'étais engagée à faire mon préavis pour former la personne suivante, et puis pour pas les laisser en plan comme ça, moi j'avais Mmh. mon projet, mais tu vois, j'avais rien d'urgent, et j'avais dit, ok, c'est bon, enfin, je fais mon préavis, vous inquiétez pas, quoi. C'était un peu aussi en mode pour les rassurer, pour qu'ils acceptent, Ouais. tu vois. Je suis pas sûre Oui, qu'ils tu auraient fais un pas refusé. vers eux, ils font un pas Ouais, vers toi, ouais, ouais. voilà, c'est OK. ça. Mais au final, la convention a été acceptée genre en une journée, donc en fait j'aurais pu partir dès le lendemain, tu vois. Mais, Bah, il y euh, a il y mais a quand voilà. même 6 semaines de délai, hein, quand tu signes une rupture co avant de partir. Pour le délai où tu signes, en fait, toi, le document, il est, envoyé, à la directe qui a, un certain délai pour l'accepter ou si elle répond pas, ça vaut acceptation et après tu dois dire, bon, bah, toi, tu pars en gros, il y a un délai de 6 semaines en tout entre le moment où tu te signes le premier papier et le moment où tu peux partir. Peut-être, mais là ça a été vraiment particulièrement rapide. C'est genre à OK. partir du moment où ils avaient envoyé notre Ouais, papier ils ont signé, dès le répondu vite. lendemain,
Ouais, dès le lendemain, ils avaient approuvé la demande Ok. et donc ouais, j'aurais pu partir, beaucoup plus tôt que prévu. Mais bon, ça ne s'est pas fait. Donc je forme ma remplaçante, qui était moins bien que moi, évidemment. Je forme ma remplaçante et je finis un peu les dossiers en mode, tout ce que De j'avais pas clôture, quoi. terminé. Ouais, tout clôturé. On s'est fait même des réunions avec ma chef en mode, il reste ça à faire, du coup, faut que tu dispatches aux autres, machin. Au final, je sais que ça n'a jamais été terminé. Mais voilà, du coup, décembre 2022, je suis genre libérée, je pars avec ma rupture, donc avec l'assurance d'avoir des aides Pôle emploi. Et t'es formée? T'as fini ta formation, du coup, en assistante virtuelle à ce moment-là? Ouais, j'avais terminé ma formation, Donc prête à te lancer. prête à me lancer. Et qu'est-ce qui se passe alors là? Alors, qu'est-ce qui se passe? Au 1er janvier 2023, du coup, je crée mon SIRET. Donc je me lance en tant qu'assistante virtuelle, je me crée mes réseaux, voilà, je fais tout ce qu'il faut pour montrer que j'existe et que je suis là et que je me lance. Mais c'est un flop parce qu'en fait, je connais pas du tout les codes de Hmm. l'entrepreneuriat. Je viens du salariat et je suis là en mode ok, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et ça, je l'avais pas anticipé. Tu vois, ne serait-ce que créer du contenu sur les réseaux. Genre, je créais du contenu, mais c'était nul. Enfin, Bah, clairement, c'est un quand on métier, hein. commence. Ah bah complètement. Mais genre ouais, c'était pas très bien et genre j'avais pas, enfin voilà, je venais clairement du salariat donc je Hmm. connaissais pas le fonctionnement. Et ton Du coup, conjoint qui était du coup déjà entrepreneur, est-ce que à ce moment-là, il peut t'aider justement à démarrer? Parce que c'est souvent le démarrage qui est compliqué, comme tu le dis, le salariat et l'entrepreneuriat, c'est quand même deux mondes assez différents, avec des codes différents. Donc quand tu te lances comme ça et que tu as connu que le salariat, enfin comment tu te fais accompagner? Ton conjoint étant entrepreneur, est-ce qu'il peut t'aider? il ne peut pas m'aider parce que lui vraiment ce qu'il faisait, c'était pas du tout dans le digital. Lui, OK. il faisait de l'investissement immobilier, donc t'as pas besoin de créer du contenu pour l'investissement immobilier. Il faisait de la bourse, donc t'as pas besoin de créer de contenu non plus. Donc en fait, lui, il a jamais utilisé les réseaux. Lui, il faisait, enfin, du réseau physique. Lui, il avait des contacts, si tu veux. Ouais. Mais il n'utilisait pas les réseaux et c'était pas du tout le genre de contact dont j'avais besoin. Donc en fait, il a pas pu m'aider. Il me soutenait Mmh. moralement, hein, mais il pouvait pas m'aider. Et surtout que je lui demandais pas non plus, si tu veux. C'est genre, je faisais mon truc, tu vois. Mais pendant, ouais, presque 3 mois, en fait, mes journées, c'était je créais mes posts et je discutais avec des gens. Parce que forcément, quand tu crées ton compte, t'es mis en avant, donc il y a des gens qui viennent te parler parce qu'ils viennent prospecter en mode ah tu te lances, je peux t'aider. Mmh. Voilà. Mais donc je suis pas accompagnée, je suis pas aidée. Je commence mes 3 premiers mois, il se passe rien si tu veux. En mars du coup 2023, si vous connaissez la BSB Academy, donc Aline Bartoli de The Big Boost, qui fait son lancement en fait justement pour la session de BSB parce qu'elle faisait qu'une session par an. Et du coup, j'hésite beaucoup, je me tâte, je me demande, est-ce que j'y Concrètement, vais, c'est est-ce que j'y quoi vais pas? ça? Concrètement, Ça sert à quoi? c'est une formation et un accompagnement pour créer et lancer, structurer son business. C'est vraiment OK, pour se donc ça développer. répond à tes problématiques à ce moment-là. Ça répond à ma problématique à ce moment-là et surtout que c'est quand même assez axé junior, OK. malgré tout. Et donc j'hésite beaucoup à investir là-dedans parce que ça reste une somme qui, à l'époque, me paraissait énorme. Mmh. C'était, je crois, 1 500 € pour la formation et l'accompagnement en groupe, enfin l'accompagnement par Aline. Et à l'époque, il y avait donc des mentors et tu rajoutais 500 € sur les 3 mois de la formation pour être dans un groupe restreint avec une mentor et être suivi plus individuellement. OK. Donc de là, j'ai pas le droit de le dire, mais je me suis arrangée avec des copines où on a plus ou moins partagé, partagé mes codes, si tu veux. OK. Donc l'investissement qui me paraissait énorme à cette époque-là, genre, pour moi 2000 balles, c'était genre, oh, mais c'est une formation de Mais ouf et tout. oui, et puis quand tu viens du salariat, tu pas l'habitude, d'investir comme ça sur toi. En fait, tu as l'habitude que, l'entreprise te paye des formations ou, que tout en fait, tout est assez transparent, mais même, d'un point de vue, plutôt perso, mais même, la sécu, tu vois? Tu as l'impression que tout est transparent, que toi tu payes rien ou quand tu avances des frais, du coup, tu es en mode: «Ah mais ça coûte super cher» et du coup, je trouve qu'on perd un peu la valeur de l'argent aussi et quand on arrive dans l'entrepreneuriat, on se rend pas compte à quel point se former est important, se faire accompagner est important et investir en soi, c'est pas je perds de l'argent, c'est j'investis pour que moi j'arrive à me développer. Comme tu l'as bien dit, les 3 premiers mois, il s'est rien passé, tu savais pas par où commencer et j'espère que cette formation, tu vas nous le dire, a pu t'aider à sortir de ce cycle-là. Mais en tout cas, ouais, je pense que c'est important de switcher un peu cet état d'esprit en se disant: «Ben, là maintenant je suis seule, je dois créer mon propre job,
je sais que je peux pas faire tout et que je connais pas tous les métiers du monde toute seule, donc il faut que je me forme ou que je me fasse accompagner. Et ça nécessite de l'investissement, mais qui va potentiellement être récupéré si ça marche derrière, quoi. Ah mais ça c'est certain, on a besoin d'être accompagné. Pour moi, tout le monde doit se faire accompagner. Pas forcément 100% tout le temps, mais À dès le des début, c'est étapes. important, mais à des étapes Mmh. et tout, ça c'est primordial. Mais effectivement, quand tu viens du salariat, c'est pas du tout un réflexe. Mmh. Parce que même dans les entreprises, on n'est jamais formé. Enfin, des fois, on a une formation de temps en temps, mais c'est l'entreprise qui paye. Donc nous, on Mmh. se rend pas compte de l'investissement. Et c'est surtout qu'un accompagnement de ce type-là, il y en a d'autres, hein, des formations de ce genre-là, mais 2 000 euros, ça reste un mois de salaire pour un salarié. Ouais, Enfin, carrément. et encore, pas pour tous, mais c'est Mmh. un mois de salaire. Donc, tu te rends pas compte Ouais. de ce que c'est. Genre, moi, la formation d'assistante virtuelle, quand je l'ai achetée, c'était une formation à 1 500 euros, mais j'avais un code promo de 50%. Parce que je l'ai prise à un moment particulier. Donc, Mmh. ma formation à 750 euros, je me suis dit, ok, c'est bon, je peux les mettre, ça va. Mais là, 2 000 balles, Ouais. je me suis dit, putain, genre, excusez-moi, je suis vulgaire. Je me suis dit, mais j'espère que ça va m'aider. Genre, vraiment, j'y mettais pas tous mes espoirs, mais c'était vraiment genre, waouh, ça va être une formation trop bien. Tu vois? Ouais. Ouais, donc beaucoup d'attentes liées Beaucoup au d'attentes. prix. Et Oui. alors, est-ce qu'elles étaient, elles ont été satisfaites, ces attentes? Alors, première chose qui s'est passée, c'est que quand j'ai pris la décision, du coup, d'investir dans cette formation, il y a forcément un truc qui s'est débloqué en moi. Ça, par contre, je le prône vraiment encore sur tous les toits maintenant, encore plus qu'avant. Mais moi, énergiquement parlant, si tu veux, dans ce que je dégageais ou dans comment ça se passait les choses, j'ai pris la décision d'investir sur moi avec cet accompagnement. Il y a une personne que je connaissais du coup de la formation d'assistante virtuelle qui m'a pris un appel découverte parce qu'elle voulait faire appel à moi. En tant qu'assistante virtuelle? Ouais. Alors qu'elle était elle-même N- assistante virtuelle? non, parce qu'elle était passée au BM. Elle avait Ah, déjà monté, OK. enfin, elle avait, voilà. OK, Et OK. puis, deux assistantes peuvent s'aider parce que tout le monde n'a pas les mêmes champs Ouais. de compétences. Il y en a Oui, certaines c'est qui assez aiment des trucs polyvalent, plus que ouais. d'autres. Ouais, voilà. OK. Donc, déjà, il y a un truc qui s'est débloqué là. Ouais. Après, donc, j'avance dans la formation et il y a de nouveau, du coup, d'autres trucs qui se sont un peu passés. Mais grosso modo, j'ai eu 3 clientes d'un coup, en l'espace d'à peine un mois, à partir du moment où j'ai pris cette décision-là. Ouais, donc ça a quand même, permis à ce que tu puisses, peut-être attirer les opportunités, d'une autre manière. Parce Ouais, que je veux pas catégoriser et faire des généralités, mais c'est vrai quand on est dans le salariat, on est beaucoup plus, dans l'opérationnel, dans le sens où on va avoir un cahier des charges, une fiche de poste, des attendus, des ordres, en fonction de où on en est, dans quel stade on est, les responsabilités et cetera. Mais on va quand même nous dire, ce qu'on doit faire. Et on est vachement dans cette position de, heu, hiérarchie qui est très conventionnelle et qui est dans la plupart des entreprises, en tout cas des grosses entreprises bien structurées, où on va faire ce qu'on nous demande de faire. Après avec plus ou moins d'autonomie. Et quand tu arrives dans l'entrepreneuriat, bah, c'est toi qui demandes, qu'est-ce qu'il faut faire et c'est toi qui le fais. Donc tu as les 2 rôles et c'est pas facile de trouver, cette place-là et de se dire: «OK, maintenant, en fait, il faut que je sache ce que je dois faire et il faut que je le fasse en plus». Donc il y a vraiment cette double casquette, qui vient, apporter aussi une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon aussi de réfléchir, son travail. C'est plus la même, posture, je trouve. mais complètement, complètement. Et puis même, au final, on a 50 000 casquettes, en Ah réalité. oui. Et il y en a certaines qui sont plus faciles à porter que d'autres, mais c'est clair que quand tu viens du salariat, que tu arrives dans l'entrepreneuriat, et que t'as pas du tout été préparé au métier d'entrepreneur, parce que avant d'avoir une compétence, avant d'avoir Mmh. un métier particulier, être entrepreneur, ça s'apprend aussi. Et quand tu arrives dans l'entrepreneuriat en ne connaissant pas les codes, en sachant pas trop quoi faire, comment le faire, bah en fait, ouais, c'est clair que t'es perdu. Ça, c'est clair. Mais Amen. du coup, dans cette transition-là, donc tu te fais accompagner par, cette formation-là et est-ce que ça t'aide à sortir de ce flou? Alors ça m'aide, oui, parce que bah on voit des choses, on travaille la cliente idéale, on travaille son organisation. Il y a, pour le coup, c'est une formation qui reste quand même assez complète, elle est assez Mmh. quali, mais ça reste une formation où tu as beaucoup d'autonomie. Même s'il y a des lives de groupe où tu peux poser tes questions, ça reste pas un suivi individualisé. Et quand bien même j'étais dans une classe avec un mentor, ça reste, voilà, ça reste, c'est pas un suivi personnalisé. Enfin, il y Oui, a de la c'est pas du 1-1 quoi. personnalisation, mais c'est pas du one-one, quoi. Donc en fait, il y a personne qui corrige ton travail, il y a personne qui corrige tes exercices sur ta cliente idéale, il y a personne qui te dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et c'est un ça, je trouve un comportement qui est très, lié au salariat justement. On attend une validation
Et dans l'entrepreneuriat, ce qu'on apprend aussi, c'est à se valider soi-même, à faire valider finalement par ses clients et pas et de pas avoir une personne, tu vois, avec un lien hiérarchique qui vient nous valider. Par contre, on a quand même besoin quand on se lance, d'avoir un peu ce côté retour, tu vois, prise de recul, tout ça. Et ça, c'est assez intéressant de pouvoir l'avoir en individuel parce que chaque projet est différent. Donc c'est clair que les trucs de groupe, au bout d'un moment, ça a ses limites. Bah, c'est ça et puis surtout quand vraiment tu crées tes bases pour avoir des Mmh. bases saines, genre quand tu travailles ta vision, ton pourquoi, ta cliente idéale, tu as besoin d'une forme de validation parce que quand c'est la première fois que tu le travailles, tu sais pas comment le travailler, tu Ouais. sais pas quoi faire. Même moi encore maintenant, là aujourd'hui, c'est le genre de choses que j'ai pas envie de faire seule parce que Mmh. j'ai besoin d'un regard extérieur, tu vois. Donc à l'époque, oui, la formation restait assez bien. Il y avait assez peu de mindset qui pour moi est très important, surtout quand on se lance. Donc ça, premier point, pas ouf ouf. Mais c'est surtout que ouais, il y a pas de one-one, donc en fait, on est quand même assez livré à nous-mêmes, même si on peut faire appel à notre mentor ou à Aline, bah mine de rien, on a quand même un manque de vérification sur ce qu'on fait. Donc comme c'est vraiment de l'autonomie, bah si tu fais, tu fais, si tu fais pas, tu fais pas, tu Ouais. vois. Donc toi qui avais besoin justement de cadre, de structure et d'être, guidée, il y a des choses qui t'ont manqué à ce moment-là? Ouais, il y a des choses qui m'ont manqué un peu. Par contre, j'ai fait des très belles rencontres. Il y a une des personnes dans ma classe en plus qui m'a prise en contrat, qui ça a été d'ailleurs un de mes plus gros contrats à l'époque. Donc, tu vois, il y a quand même eu beaucoup de positifs. J'ai Mmh. gardé des contacts avec des gens qu'on est encore très proches aujourd'hui. Vraiment, j'ai trouvé des amis là-dedans, à ce Ouais. moment-là. Oui, puis Donc, c'est important aussi de s'entourer, d'autres entrepreneurs, qui font plus ou moins la même chose ou pas, mais qui sont aussi parfois au même stade que toi de développement pour, pouvoir s'entraider. Je pense que c'est important, parce que tu disais que tu avais ton conjoint qui est entrepreneur, mais pas du tout dans le même domaine, pas dans le digital. Donc, d'avoir d'autres personnes qui passent par les mêmes étapes que toi, ça peut te permettre aussi, d'obtenir du soutien, de l'entraide, parfois même de partager les problématiques. ah mais complètement, parce que vraiment dans mon entourage, j'étais la seule à me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais Ouais. ma famille ne comprend, même encore maintenant, ma famille ne comprend pas. Et est-ce Ils qu'ils t'ont comprennent pas. soutenu quand même, malgré le fait qu'ils comprenaient pas? Ils m'ont pas rabaissé. OK, bon c'est déjà un bon point. Au moins ils t'ont pas, empêché d'y aller? Non, de toute façon, ils pouvaient pas m'empêcher parce Mmh. que je leur ai pas laissé le choix. Je les ai prévenus, je leur ai dit, ah voilà, je quitte mon boulot, je me lance. Ah ok. Et tu vas faire quoi? Ah d'accord. Mais c'est quoi? Ouais. Ils comprennent pas même le concept de l'entrepreneuriat. Moi, je leur Ouais. dis, si je leur dis même je suis coach business, ils comprendraient pas, tu vois. Ils se diraient, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Ouais, ok, laisse tomber. Donc en fait, non, ils ne comprennent pas le concept, ils comprennent pas le fait de travailler tout le temps de la maison pour toi, de travailler avec des clients à distance, d'avoir des revenus fluctuants, Mmh. enfin, non, Ouais, c'est pas du ils tout, comprennent pas. dans leur éducation, c'est pas quelque chose, auquel ils ont été confrontés et du coup, c'est inconnu, quoi. Ah, mais complètement, complètement. Du coup, Mmh. non, ils m'ont clairement pas soutenue. Euh, Il y a, si, genre ma sœur, elle m'a dit, ah oui, ça peut te correspondre, effectivement, ouais, ok. Enfin, donc, non, ils m'ont pas soutenu, mais ils m'ont pas. Enfin, ouais, Ils ont pas non. essayé de te mettre des bâtons dans les roues non plus? N- euh, non, pas vraiment. Après, c'était ah bon, ah t'es sûr, ah mais machin. Ouais. Mais après, même encore maintenant, tu vois, quand on en parle, mon père, c'est. Mais sinon, j'ai une amie, la Nouvelle An, elle m'a demandé, mais t'as pas envie de prendre un CDI? Mais pourquoi? Bah, je sais pas. Non, mais vraiment, pourquoi? Bah, Bah, parce que c'est ce qu'ils connaissent, hein, finalement ouais. et Mais c'est ça, leur c'est propre chiant. peur, quoi. Ah, mais c'est leur propre peur, je suis d'accord, mais c'est chiant Mmh. en fait. Donc, Oui, oui, c'est sûr que tu te sens pas, enfin, disons que déjà que c'est dur, l'entrepreneuriat, que comme tu l'as dit, c'est fluctuant, qu'il faut quand même, avoir, plein de casquettes et du coup, faut être bon dans ta compétence que tu vends, mais faut être bon dans la gestion de ton business aussi. Donc il y a quand même plein d'aspects à prendre en compte et derrière, si tes proches, ils te disent: «Mais attends, c'est quand que tu arrêtes ta petite entreprise?» ou, «Mais attends, toi, tu es capable, enfin, tu peux venir, si je te demande de venir à telle heure, tel jour, c'est bon, tu travailles de chez toi, tu es flexible, hein». Bah non, en fait, je travaille pour de vrai. Je suis pas, en train de faire juste, rien sur mon canapé. ah, Donc mais ouais, complètement. c'est frustrant parce qu'en fait, ils comprennent pas, mais je pense en même temps que c'est difficile de comprendre quelque chose quand tu le vis pas. Même quand tu t'y prépares à l'entrepreneuriat, ben, tu te rends pas vraiment compte, de tout ce que ça implique vraiment. Donc après ça s'explique, les gens peuvent essayer de se mettre à ta place quand même, mais c'est pas facile de le comprendre quand tu le vis pas quand même, hein. Ouais, enfin, ils faisaient quand même pas particulièrement d'efforts, hein. Ouais, je Ouais, comprends. quand même, parce que
Tu vois, par exemple, on était, par exemple, censé se faire un truc en famille, il me semble, genre le 1er novembre. C'est férié le 1er novembre? Non, c'est le 11 novembre. Le Ou premier si aussi, c'est je la crois, Toussaint? hein. Ouais, Ouais. on était censé se faire un truc, je crois, pour la Toussaint. Et du coup, moi, j'avais demandé si dans le logement où on voulait aller, s'il y avait du réseau, parce que j'allais peut-être bosser le vendredi, qui était du coup le jour de la Toussaint. Et ma belle-sœur qui me dit, ah bon, mais tu vas travailler? Bah oui, en fait, enfin, genre, c'est un jour férié, si je choisis de travailler, je travaille. Si je veux bosser le Les jours dimanche, fériés, ça n'a pas de sens pour nous. On oui, n'est c'est ça. pas, enfin, on peut ne pas travailler. Moi, mon conjoint n'est pas entrepreneur, donc forcément, quand lui il travaille pas sur les jours fériés, moi, je vais essayer de faire en sorte, dans la mesure du Oui, possible, de pas travailler sur les jours fériés. Mais sinon, un jour férié, c'est un jour comme un autre pour les entrepreneurs. Il n'y a pas de différence. c'est ça. Donc il y a ce genre de choses, tu vois, où ils comprennent pas Mm. parce qu'ils sont matrixés dans leur truc de salariat et surtout que eux, par exemple, tu vois, la personne qui m'a dit ça, elle cadre bien le pro, le perso, c'est Ouais. genre boulot, boulot, perso, perso, tu vois. Et sinon, un jour, mon père, dans une discussion, il y a pas longtemps, il y a genre 6 mois, un truc comme ça, qui me dit, oui, mais tu sais, à Lyon, dans la vallée de la chimie, il y a plein d'emplois, tu pourrais facilement trouver du boulot. Mais papa, alors j'habite à Montpellier, j'ai mon entreprise, qu'est-ce que tu me parles du boulot à Lyon, en fait? Bah Ben, je ouais, sais mais pas, ils comme ont ça, besoin de tu se pourrais. rassurer. C'est Ouais, mais en vraiment fait, moi, leur peur, quoi. ouais, mais alors ça me dépasse, parce qu'en fait, Je comprends. je n'ai même plus envie de les voir, parce qu'en fait, je sais qu'ils vont me faire des remarques à la con, et que ça Ouais. me gonfle, en fait, très clairement. Là, ils comprennent pas, quoi. Ils comprennent Vraiment, pas, ça les dépasse eux aussi. complètement. Après, t'as le droit de dire que c'est un sujet que tu veux plus aborder, hein, aussi. De mettre Ah toi oui, tes complètement. limites, hein. Mais tu sais, il m'écoute pas plus que ça, hein. Ouais. Donc même si je lui dis que je veux pas en parler, il en parlera quand même parce qu'il s'inquiète pour moi, tu comprends? Ouais, je vois. Pas évident. Mais du coup, dans cette situation-là où t'es pas forcément bien entouré par ta famille qui comprend pas, comment toi tu arrives à quand même y aller, sachant que t'as pas. Donc là, t'es accompagné au niveau groupe par une formation, t'as ton conjoint qui quand même te soutient dans la démarche. Comment toi tu arrives à maintenir cette motivation et à continuer malgré un entourage qui comprend pas? Bah, en fait, mon entourage, du coup, je lui parle pas beaucoup, je lui parle pas de ça. Mais du coup, moi, le soutien, je le cherche ailleurs. Je le Mmh. cherche, en fait, justement, dans les contacts que je crée Ouais. via bah, le digital, en fait. C'est que tu fais forcément des rencontres sur les réseaux. Donc, autant j'ai rencontré des gens bah, dans cet accompagnement-là où j'ai vraiment créé des vraies belles relations avec des vraies belles personnes. Donc, pas que les autres soient fausses ou mauvaises, tu vois, mais vraiment, j'ai créé des belles relations avec eux. Mmh. Euh, j'ai aussi, voilà, j'ai un peu papillonné sur pas mal de petites formations et tout, parce qu'à l'époque, j'avais beaucoup l'objet brillant aussi. Euh, En juin 2023, j'ai décidé de me faire accompagner sur du mindset en one-one, OK. Ce parce que là, j'ai vraiment qui t'avait senti que manqué du coup ce qui sur la m'avait manqué, partie, formation? ouais, ce qui m'avait manqué dans la formation, mais surtout bah, le one-one et du mindset Mmh. complet, sachant que ça commençait par la partie perso. On n'avait pas encore la partie business. C'était vraiment Ouais. déjà, genre juste se reconnecter à toi, l'amour de toi, en fait, la connaissance de soi. Ah bah, pour moi, c'est la base, hein. Avant même d'être une personne, professionnelle, de savoir qui on est, d'être connecté à soi pour ensuite le transposer dans le monde professionnel. Mais oui, mais ça, mais personne le fait. Bah oui, mais personne le dit parce que enfin, c'est comme, tu arrives dans le monde du travail, classique salariat. On va pas te demander, «C'est quoi tes besoins? C'est quoi tes limites?» Toi, tu les connais pas, on te demande pas de les identifier, donc bêtement et c'est pour ça qu'il y a des comportements dans le salariat qui appliquent bêtement, les choses qu'on leur demande de faire. Mais si derrière tu creuses un peu, tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui en fait, aiment pas, la majorité des trucs qu'ils font ou, mettent pas ont pas réussi à mettre des mots sur ce qui vraiment les fait vibrer, puis quand ils mettent des mots, tu les étoiles dans les yeux: «Ah mais oui, mais c'est ça que j'aime faire en fait». Mais on te demande pas. Donc et ça, je trouve que c'est une richesse de l'entrepreneuriat, c'est que dans notre milieu, on va se poser ces questions et on a envie d'avoir les réponses parce que là, on sait que c'est ce qui va nous aider aussi à avoir du succès, à réussir dans notre, chemin entrepreneurial. Ça passe aussi par le mindset et par qui on est et comment on se sent, quoi et Ah, mais du coup, complètement. comment on va faire après, comment on va vendre et cetera, quoi. Mais c'est vraiment la Mmh. base de la base. Enfin, vraiment, il faudrait commencer par le mindset. Mais même encore ça, il y a des gens aujourd'hui, parenthèse, hein, mais il y a des gens aujourd'hui, même j'ai une personne qui m'a contactée, elle voulait se faire accompagner. Moi, je la connais, je l'ai déjà un peu accompagnée courant de l'année. Euh, Elle avait besoin de travailler son mindset. Elle m'a dit non, faut que je travaille mon marketing. Tu fais ce que tu veux. Moi, je lui dis que c'est le mindset.
Mm. Non, mais j'ai besoin de marketing. Ok. Bah, c'est parce que, mine de rien, on recherche quand même la rentabilité, on recherche du coup, le chiffre d'affaires avant tout et le problème en se concentrant sur le chiffre d'affaires, bah, c'est qu'on se concentre pas sur les vrais, besoins qu'on a pour que ça fonctionne et du coup, on va à la course à l'argent, la course au client, la course à la réussite financière, alors que notre réussite financière passerait par: est-ce qu'on est bien au bon endroit? Est-ce qu'on est bien aligné? Est-ce qu'on sait comment on fonctionne? Est-ce que on sait comment on a envie de vendre? Enfin, je le disais tout à l'heure, mais vraiment, ça part aussi de toi, avec quoi tu es à l'aise pour aller chercher tes clients, pour ta manière de vendre, pour ta manière de parler de toi sur les réseaux sociaux, de parler de ton activité. Tout ça part de toi. Mais il y a encore malheureusement ce truc très sociétal aussi, hein, où on a besoin d'argent pour vivre. Et donc, on va se dire qu'on va plutôt investir sur des choses qui vont être, qui vont nous apporter peut-être des résultats concrets plus rapides, alors qu'en fait, on se fourre un peu le doigt dans l'œil parce que il faudrait commencer par. Mais le lien n'est pas encore assez évident entre savoir qui je suis et gagner de l'argent. Tu vois, il n'est pas assez rapproché encore dans l'inconscient collectif. Bah, c'est parce que pour beaucoup de personnes, vu que c'est pas hyper concret, ça paraît, pour certains un peu genre ils commencent à penser que tu vas dans les trucs un peu plus spirituels, tu vois? Quand tu pars Ouais, un peu dans l'ésotérique, ce genre de choses. Parce que c'est un peu plus perché, alors qu'en fait pas du tout. C'est juste de la connaissance de soi, hein, qu'on soit d'accord. tout à fait. Mais ouais, c'est qu'il y a encore des gens qui sont trop en mode: «Ah toi tu parles de ta vision, oh là là, ah tu fait un vision board, oh la manifestation, qu'est-ce que c'est que ça? Oh ça marche pas». Surtout aussi, on cherche, enfin, ce que je remarque, parce que j'accompagne aussi beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, ce que je remarque, c'est la recherche du résultat rapide et de se dire, moi, je veux gagner beaucoup, vite, en faisant moins. Oui, mais avant ça, faut déjà que tu saches qui tu es, ce que tu veux faire, comment tu le fais, passer par une étape où tu vas beaucoup travailler pour pas gagner, autant, que ce que tu aimerais, avant de pouvoir automatiser, déléguer et cetera et cetera. Il y a ce truc aussi de recherche de résultats rapides et quand tu cherches du résultat rapide, toutes les solutions que tu trouves trop lentes, tu les mets de côté. Mmh. Alors que, finalement, dans les faits, tu perds du temps à vouloir absolument, avoir des résultats rapides avec des trucs concrets, puisque si ta base, elle est pas c'est ce que je dis à tous les gens que j'accompagne, si tu mets, tes meubles dans une maison qui n'a pas de toit, bah, tu te prends la pluie sur la tête. Alors que si tu commences par mettre ton toit et que après tu vas choisir tes meubles et qu'à la limite, au début, tu peux pas te prendre un canapé, neuf parce que tu as pas les moyens, bah, tu prends un canapé d'occasion et après tu améliores. Mais sauf que les gens, ils ont du mal à voir le long terme, ils veulent voir le très court terme et quand tu avances au très court terme, malheureusement, des fois, tu fais des choix qui sont moins pertinents pour toi, quoi. Complètement, complètement. C'est comme, le colosse au pied d'argile. C'est que si tu crées un gros business avec plein Ouais. de résultats sur des pieds qui sont en argile, tout friable, tout, bah en fait, ça va casser Ça se la casse gueule. la gueule. Tout à fait. Voilà. Exactement. Mais bon, on s'égare un peu. Le Oui. temps défile. Je veux pas non plus que ça soit un film de 3 heures pour les gens qui nous écoutent. Donc là, tu te fais accompagner au niveau mindset et j'aimerais aussi que tu nous expliques comment tu passes de je suis assistante virtuelle à aujourd'hui ce que tu fais, mentor business. C'est quoi cette transition? Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, il y a eu ce fameux coaching mindset que j'ai fait. Il a clairement changé énormément de choses pour moi, chez moi, autant dans ma vie perso que dans ma vie pro. C'est que je me suis vraiment un peu reconnectée à moi, à qui je suis, tu vois. J'ai appris qui j'étais, du coup, ça m'a aidé à savoir ce que je voulais. Et du coup, donc j'ai eu un premier switch du coup sur l'été donc 2023 où je suis passée sur un poste OBM consultante. Donc j'ai un peu évolué par rapport à l'assistante virtuelle, donc je faisais Ouais. plus de d'accompagnement vraiment consulting, tu vois. Plus Euh, stratégique en fait que opérationnel. ouais, c'est ça. Ok. Et du coup là, donc j'ai arrêté la plupart de mes contrats. J'ai une fille qui m'a suivie sur mes nouvelles offres. Et j'ai eu une autre personne que je connaissais depuis donc tout janvier, qui le jour où j'ai publié mes stories pour annoncer en fait Ce changement. ce changement-là, qui m'a réservé un appel et qui m'a prise aussi. Donc pareil, quand je prends une décision où j'assume ce que je veux faire, où Ouais. j'assume ma décision, il y a des switches qui se passent si tu veux. Et en fait, en parallèle de ça, j'ai intégré un autre programme d'accompagnement parce que clairement, Objet Brillant et qu'elle est très bonne en marketing et que elle sait attirer les gens et que c'est tombé au bon moment et que voilà. Ça te parlait à ce moment-là, ça répondait encore une fois à ce que tu venais chercher? En fait, non, même pas. Mais Ah ça OK. m'appelait. Ça OK. m'appelait, enfin, ça m'attirait, si tu veux. Donc, je me suis dit, bon, vas-y, Et tu besoin de quoi à ce moment-là? Qu'est-ce que tu venais chercher dans cet accompagnement-là? un élan. OK.
Ouais. tout simplement. Je cherchais même pas forcément une stratégie business où il y avait la communauté qui m'intéressait, mais je pense que je cherchais plus un élan à ce moment-là, genre ça m'attirait, tu vois. Donc Ok. j'ai intégré ce truc-là. Et genre, un mois après mon arrivée, il y a un post dans la communauté qui dit on recherche des ambassadrices. Donc je me dis, oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je vais faire? Oh, qu'est-ce que c'est? Bon, pourquoi pas? Mais moi, j'ai toujours été, pour moi, ça, c'était un boulot, c'était très commercial. Et Hmm. c'était un truc que, enfin, je me sentais absolument pas capable de le faire, si tu veux. Ouais. Mais donc, j'ai quand même postulé. J'ai atterri dans le truc où il y avait un concours ambassadrice pour sélectionner les ambassadrices. Et je me suis rendu compte qu'en fait, bah, je me faisais des faux avis sur ce que c'était. Et qu'en fait, j'étais complètement capable de le faire. Et que j'avais vraiment la réflexion qu'il fallait, que j'étais, enfin voilà, que c'était vraiment un truc Ça matchait. ouais, ça matchait plutôt bien. Du coup, premier challenge auquel je suis officiellement ambassadrice. Donc j'accompagne, je sais plus combien c'était, je crois qu'il y avait 120 personnes à ce moment-là. Donc j'accompagne 120 personnes pendant une semaine. En mode, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que machin, qu'est-ce que ta. Et là, je me suis dit, Hum, il y a quelque chose quand même. D'accompagner les gens, de parler avec eux, de les Hmm. remotiver un peu, de leur poser des questions. Je me suis dit, ouh, là, il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc, sachant que j'avais déjà basculé de l'opérationnel au consulting. Ouais. Là, ça en plus, je me suis dit, non, il y a un truc, il y a quelque chose. Donc, Ouais, là, tu touches du doigt un truc qui te fait vraiment vibrer, quoi. ouais, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, j'ai vraiment envie d'accompagner les gens. Donc, en janvier 2024, donc un an après mon lancement, où j'étais passée d'assistante bras Ouais. droit au BM consultante, machin, là, je me dis, ok, je veux accompagner les gens. Donc là, après, il y a eu les petites questions, quelle étiquette je me mets, parce que je suis pas coach, parce que je suis pas certifiée, c'est pas très grave, mais en même temps, j'avais pas envie. Donc je me suis dit, mentor. Donc en fait, je suis mentor business depuis 2024. Enfin, du coup, Ok. depuis un an, à peu près. Et donc concrètement, dans cette nouvelle appellation, qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment tu aides les gens? Comment tu les accompagnes? C'est quoi ton rôle? Alors, mon rôle, ça va être de secouer des cocotiers, de mettre des coups de pied aux fesses avec des chaussons. Donc très Ah, c'est gentiment, bien dit. oui, très gentiment, avec toute ma bienveillance, mais si tu fais de la merde, je te le dis. Non, plus concrètement, c'est que je vais vraiment aider sur tout ce qui va être structuration, organisation, gestion et mindset, évidemment, parce que c'est hyper important. Parce que c'est vraiment, en fait, vraiment ces bases-là. Donc la fameuse base de notre colosse, qu'elle soit Mhm. pas en argile, mais qui soit en béton armé, pour aider justement les entrepreneurs à se développer. Donc je suis plutôt sur une cible junior qui est un peu en train de se chercher, qui voudrait se développer mais qui n'y arrive pas trop, justement qui manque de clarté, qui manque de passage à l'action parce qu'elle sait pas trop par quoi commencer, elle sait pas trop quoi faire, elle a le nez dans le guidon, du coup elle arrive pas à prendre du recul. Et moi je suis là pour avoir cette vue d'ensemble, Mhm. lui faire prendre du recul, lui faire prendre conscience. J'adore les prises de conscience, mais en même temps de rentrer aussi dans le caca avec elle pour l'aider justement à en sortir et à mettre en place ce qu'il faut, à trouver vraiment son chemin, sa voie, ce qu'elle reste dans la voie, et si ça dérive, je suis là en mode hop, tada. Ok. Est-ce que tu n'as pas créé finalement ce que toi, tu aurais aimé avoir à tes débuts? Si, si, de toute façon, ma cible, l'avatar de ma cible, Ouais. c'est la moi d'il y a 2 ans. Ouais. Trop bien. Donc Ouais. tu boucles la boucle, quoi. Ouais, c'est ça. Mais parce que pour moi, c'est vraiment hyper important de commencer par ça. Et alors, je suis pas spécifique en mindset parce que déjà, j'ai pas tous les outils qu'il faut non plus, si tu veux, mais c'est tellement important que je suis obligée de l'aborder. Je suis obligée d'aider mes clientes par rapport à ça. Et même souvent, en fait, malgré moi, on commence par ça. Ouais, bah, ça rentre en compte, dans tout ce qu'on fait et même si on n'est pas, expert d'un sujet ou qu'on n'est pas formé sur un sujet, les expériences de vie apportent tout autant de compétences que des formations, voire même plus parce qu'on est dans la pratique encore plus. Après, il faut le structurer, parfois des formations, ça permet de vraiment structurer les choses, mais moi, pareil, je suis pas coach certifié. Par contre, j'utilise beaucoup de techniques de coaching dans, tout ce que je peux faire dans mes accompagnements. Donc Ouais. il y a le diplôme qui certes a un intérêt, sur la partie, théorique, je trouve. Et moi, j'ai cherché une formation où je pouvais apprendre sur la posture d'accompagnante. Donc moi, je suis certifiée consultante en accompagnement des transitions professionnelles. Et là-dedans, bah, j'ai évidemment des techniques de coaching, même si j'ai pas fait une formation certifiante de coach. Donc ça dépend aussi de ses besoins, mais surtout c'est la pratique qui va être importante et intéressante aussi. Mm. C'est ça. De toute façon, c'est qu'une étiquette, hein. En soi, ce qui compte, c'est ce qu'on fait, ce qu'on apporte aux gens. C'est ça. C'est le résultat aussi de tout ce qu'on va pouvoir apporter et la satisfaction de nos clients finalement, hein. C'est ça pour moi là où il faut aller regarder, hein, plus que les diplômes et le CV. Mm. Ah, complètement.
Et j'ai une petite question, par rapport du coup à tes compétences. Est-ce qu'il y a des choses que tu utilises de ton ancienne vie professionnelle, et qui te servent aujourd'hui dans cette nouvelle aventure-là? Alors, je dirais pas que c'est forcément des choses que j'ai acquis en termes de compétences dans mes anciennes activités. Et je pense que ça s'est quand même ancré en moi, c'est le côté très organisation, structure, vraiment gestion, parce que forcément, en fait, c'est vraiment des compétences dont j'avais besoin, notamment en Mmh. tant qu'ingénieur qualité, d'avoir quand même cette organisation, de savoir gérer, d'organiser les trucs, de tout noter, parce qu'on avait vraiment des tableaux de suivi, ce genre de trucs. Ça, c'est les choses qui me servent évidemment, mais Mmh. ça fait aussi et surtout partie de moi. Après, très clairement, là, pour accompagner des gens imaginons, j'accompagne une community manager, de savoir faire une formule chimique, ça me sert strictement à rien. On soit Ouais, bah, d'accord. alors après, il y a les compétences techniques qui sont liées à un métier. Ouais, Donc ton métier étant celui de dans le salariat étant très technique, j'imagine que là, à part si tu accompagnes quelqu'un qui est dans le milieu dans le milieu que tu connais, ça peut t'aider. Mais sinon, oui, c'est plutôt ce qu'on appelle des compétences transférables ou transversales qui peuvent être utilisées dans un autre métier, notamment l'organisation, que tu as utilisé dans la qualité et que tu utilises aujourd'hui en tant que mentor business aussi, quoi. c'est ça. Là où ça m'a aidé, le côté plus chimie, c'est que j'ai accompagné une personne qui se lançait dans la fabrication de bougies. Donc Ouais. là, j'ai pu la mettre en garde sur les pictos, sur les tests à faire, sur les tests à demander, sur certaines molécules chimiques qui sont à éviter, ce genre de trucs. Là, parce que c'est clairement mon domaine de compétence, même Mmh. si je suis pas une experte en cosmétique ou en ce genre de choses, mais là, c'est vraiment le genre de truc où j'ai pu l'aider, parce que je sais très clairement lire un test, enfin qu'on soit d'accord. Donc là, oui, j'ai pu lui apporter surtout des alertes. En mode, fais attention Ouais. à ci, fais attention à ça. Après, effectivement, c'est plus en termes de c'est pas des connaissances, mais c'est plus des compétences qui me servent vraiment ce côté structuration, organisation, suivi, gestion d'équipe, gestion de projet, ce genre de choses. Qui ça me sert, oui, énormément par contre. Trop bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu apprécies le plus dans le métier que tu fais actuellement? Moi, ce que j'adore, c'est quand je vois la personne en face de moi avoir... En fait, j'adore voir le changement. Mmh. J'adore quand je la vois en mode ah ouais, mais c'est génial ça. Des fois, je donne une idée à la con, hein. Genre juste, elle me dit ah, mais j'ai ce souci-là. Ouais, mais pourquoi tu fais pas ça? Ah ouais, mais c'est trop bien comme idée. Ça, c'est vraiment le genre de truc que j'adore, c'est de voir vraiment les prises de conscience quand Ouais, autant que enfin peu importe quel est le domaine, mais vraiment qu'elles se disent ah ouais, tu vois ce ah ouais là, en mode ouais. ah ouais. Et ça, Donc tu vois ça concrètement la transformation, quoi. ouais, ça enclenche vraiment le changement. Mmh. Et à l'inverse, qu'est-ce qui te plaît le moins? Dans ton métier, hein, pas dans l'entrepreneuriat en général, mais dans ton activité? Quand les personnes ne mettent pas en place ce que je leur conseille. Quand je sens qu'il y a une réticence ou quand Mmh. je donne toujours de toute façon plusieurs options. Je donne jamais la solution. Je lui dis pas tu fais ça. C'est Mmh. hors de question que je fonctionne comme ça. Moi, je dis toujours essaye de faire comme ça ou comme ça ou comme ça. Tu as plusieurs options. Comme ça, il y a le côté responsabilisation aussi du client qui va choisir l'option qu'elle préfère pour la mettre en place. Il y en a, c'est déjà arrivé qu'elles me disent non, ou alors qu'elles me disent oui, oui, je vais le faire et en fait, elles le font pas. Ouais, donc le côté responsabilisation finalement qui n'est pas enclenché, quoi, la mise en action qui n'est pas enclenchée. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un peu frustrant. Ouais, c'est frustrant. Je comprends. Comment toi tu vois l'avenir dans ton métier à toi, ton métier actuel? Donc je sais pas si, dans ton marché, il y a beaucoup de personnes qui font la même chose que toi, si c'est quelque chose qui est en train de se développer ou si c'est un peu un marché innovant. Comment tu le vois à ton échelle? Alors moi, à mon échelle, j'ai l'impression que depuis l'année dernière, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés il y a quelques années, qui aujourd'hui basculent justement sur l'accompagnement. En mode, j'ai eu cette expérience-là, et Mmh. cette expérience, je vais la mettre à profit et je vais accompagner les gens. J'ai l'impression que les gens ont moins envie de faire de l'opérationnel, en fait. C'est Ouais. une impression que j'ai sur ce que j'observe. Du coup, il y a de plus en plus de gens qui accompagnent. Mais donc là, tu as beaucoup de coachs qui sont pas coachs, tu as beaucoup de mentors qui sont, enfin, tu sais pas quoi mettre derrière, tu as beaucoup de consultants qui, pareil, tu sais pas ce que tu mets derrière. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de gens accompagnants. Et du coup, de là, bah, j'ai l'impression que quand même le marché n'est pas saturé parce que s'il y a du monde, c'est qu'il y a des clients. Mais il faut quand même sortir du lot, il faut quand même Mmh. sortir son jeu. Et c'est là où c'est pas évident. Donc pour moi, de toute façon, dans l'accompagnement, ce qui joue, c'est la relation. Donc c'est la relation entre les Ouais. deux personnes.
Et le fait que ça matche aussi avec la personne que tu choisis pour t'accompagner et inversement, que toi en tant qu'accompagnant, parce que du coup moi aussi je suis dans l'accompagnement à un autre niveau que le tien, mais c'est important que ça matche dans les deux sens en fait. Complètement, complètement. Sinon, ça fonctionne pas. Et sinon, justement, tu te retrouves dans ce côté un peu frustration où Mm. si ta cliente, elle passe pas à l'action, par exemple, parce que bah, ce que tu lui proposes, ça matche pas, parce que vous matchez pas, bah, en fait, de toute façon, les résultats ne seront pas là. Donc ça, c'est hyper important. Mais du coup, ouais, je vois qu'il y a quand même de plus en plus de monde qui arrive là-dedans. Et en parallèle, moi, qui suis posé des questions fin d'année dernière et là, début d'année, à me demander justement, est-ce que je veux continuer à faire 100% que de l'accompagnement tout le temps? Hmm. Là, je me suis posé la question. Est-ce que tu as trouvé une réponse ou c'est en cours? C'est en cours parce Ok. que Emma m'a aidée. Ouais, parce que du coup, donc je pense qu'on peut le dire, mais donc bénéficié justement de ton offre Réaligne-toi. Pour justement savoir si j'étais bien au bon endroit, pour savoir si j'étais effectivement faite pour faire de l'accompagnement, ou s'il me manquait quelque chose, ou si j'avais un réajustement à faire. Et donc de là, j'ai une piste qui sort vraiment du lot, que je suis en train d'explorer justement. Je ne compte pas arrêter l'accompagnement, parce que ça reste quelque chose que j'adore faire et pour coacher des groupes d'entrepreneurs sur des thématiques un peu plus axées dans le bien-être. En fait, je me rends compte que vraiment j'adore accompagner, j'adore coacher les gens, j'adore leur faire des retours sur ce qu'elles font, etc. Donc Mhm. ça, c'est quelque chose que de toute façon je veux garder, mais je veux rajouter une dimension parce que je me rends compte que ce côté frustration, si elle passe pas à l'action, c'est important pour moi et que j'ai envie en fait d'avoir plus de responsabilité, plus de place et plus d'impact. Ok. Et pour avoir plus d'impact dans les entreprises de mes clientes, ça passe forcément par un autre poste, un autre métier que juste de l'accompagnement. Mhm. Et ça, justement, c'est la piste que j'explore. Voilà, je me pose vraiment des questions sur être un peu comme une associée, en fait, à être une chef des opérations ou à être une associée déportée, enfin, peu importe comment vous allez l'appeler, mais vraiment pour avoir vraiment de côté très stratégique, Mhm. très brainstorming. On va travailler sur ce que tu fais, comment tu le fais. Je vais gérer ton équipe à ta place, je vais gérer tes projets à ta place parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans tous les projets, avec toutes les clientes où j'étais investie, j'avais besoin de plus. Ce que je ne faisais pas, du coup, parce que déjà, de un, j'étais pas payée pour, et de deux, parce que c'est pas ce qu'on attendait de moi. Mhm. Mais j'avais cette frustration de vouloir mettre en place des process, ce qu'on m'était pas demandé, mais j'avais envie de le faire. J'avais envie d'apporter des suggestions, de conseiller, de faire ce genre de choses. Et là, voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'appelle et que j'ai envie de faire et de mettre en place. Et ce qui permettrait aussi de te démarquer par rapport à ce flot de mentors, coach, consultants dont tu as parlé juste avant. Toi, tu apporterais une dimension supplémentaire à cet accompagnement. Ouais, Donc, en plus, ça sert aussi en termes de business, de stratégie business, quoi. ouais, complètement. Donc là, c'est Trop encore en bien. réflexion. J'en suis à me dire comment je vais cumuler tout ça. Mais en tout cas, voilà, c'est la piste que tu Mhm. m'as fait émerger. Donc j'en Bah, trop bien. profite pour te remercier devant tout le monde. Mais voilà, donc c'est Merci. vraiment en réflexion et c'est grâce à toi, hein, clairement. Parce que Ah, t'es chou. ça passe par la connaissance de soi, on a Ouais. dit, et de travailler avec toi, je m'a permis de me connaître encore un peu mieux sur des choses que j'avais oubliées, justement. Trop bien. Bah écoute, moi je suis ravie parce que c'est exactement ce que je cherche en faisant cet accompagnement-là. Et du coup, bah, je mettrai pour tous ceux qui nous écoutent les réseaux d'Emmanuel aussi pour aller du coup suivre ce qu'elle est en train de mettre en place et comment elle va pouvoir vous accompagner. Si ça vous a un peu titillé et que c'est quelque chose qui peut vous parler, et bah, vous pouvez aller la contacter, parler avec elle de comment elle peut vous accompagner. Donc je mettrai tout ça. Et avant de terminer, j'ai une petite question, d'ordre général. Est-ce que tu penses que la reconversion professionnelle, quelle qu'elle soit, entrepreneuriat, salariat, peu importe, est accessible à tout le monde? Ah, je pense pas. OK, pourquoi? Je pense pas parce que, à mon sens, comment justifier ça? Je pense que certaines personnes ne sont pas faites pour être entrepreneurs et à contrario, certaines personnes ne sont pas faites pour être salariées. Et Après, on peut se reconvertir dans le salariat et dans l'entrepreneuriat, c'est possible aussi d'avoir des reconversions sans changer de statut.
Ah oui, complètement. Non, mais complètement. Il n'y a pas de règle. C'est que C'est l'un peut ça. aller dans l'autre, l'autre peut aller dans l'un, ou on peut faire les deux, très clairement. Mais à mon sens, ouais, vraiment, il y a, disons, des prédispositions. Alors oui, on peut tous se reconvertir, mais à savoir si elle va être efficace, si elle va être bien ou pas. Parce qu'on peut Mhm. se reconvertir, mais c'est de se dire qu'on s'est planté et refaire marche arrière. C'est possible et c'est OK. Mais pour moi, c'est pas, du coup, pour répondre à ta question, c'est effectivement accessible à tout le monde, mais ça veut pas dire que ça sera une réussite à tout le monde. Et tu donnerais quel conseil, toi, pour que ce soit que la réussite soit la plus, enfin, pour optimiser la réussite, justement. Alors déjà, pour moi, pour optimiser la réussite, il faut accepter d'apprendre, il faut accepter de recommencer en tant que petit junior en fait. Mhm. Autant dans un sens que dans l'autre. Pour moi, faut vraiment être comme un enfant. Faut observer, faut regarder, faut faire et se planter, mais surtout, faut se faire aider. Pour moi, je regrette de pas m'être fait accompagner plus tôt, par Mhm. exemple. Parce que pendant 3 mois, j'ai brassé du vent, très clairement. Même après, il y a eu des périodes aussi où j'ai brassé un peu de vent parce que je faisais pas les choses correctement. Donc, autant dans un sens que dans l'autre, c'est important de connaître les codes, d'être préparé, de savoir quoi faire et comment le faire. Et ça, tout seul, on n'a pas la science infuse. Et donc, si on le sait pas, on sait pas qu'on le sait pas. Donc, en fait, c'est important C'est vrai. d'être accompagné et d'être suivi. Trop bien. Bah, merci beaucoup. En tout cas, bah, je crois que je dis ça à chaque fois, mais à chaque fois, c'est encore plus long. Je crois que c'est le plus long que j'ai fait jusqu'à maintenant. Oups! Non, mais c'est chouette parce que vraiment beaucoup de valeurs, ton parcours, il est hyper intéressant. En plus, tu as vraiment, 2 métiers extrêmement différents avec 2 statuts, bah, complètement, différents aussi. Donc je pense que ça parlera à beaucoup et ça donnera beaucoup d'inspiration, je pense, à ceux qui envisagent de se reconvertir. Donc merci beaucoup, beaucoup pour ton temps, pour ton partage, pour ta sincérité et puis, bah, je suis hyper contente et hyper honorée de t'avoir reçu ici sur le podcast. Merci beaucoup à toi pour l'invitation. C'était un plaisir, comme toujours, de partager mon parcours et j'espère que ça va servir à beaucoup de gens. Vraiment, merci à toi de m'avoir invité pour me donner la parole sur ce sujet-là qui est quand même hyper important, en espérant que ça aide beaucoup de gens. Bah, avec plaisir, merci encore. Merci pour ton écoute. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode du podcast Aimez-vous, histoire de reconversion professionnelle. En attendant, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour échanger ensemble et répondre à tes questions. À bientôt!